cette date de 1640 par l'occupation des Turcs de la région. Parce qu'à l'époque, les Turcs sont rentrés en 1510 à Alger et vers 1600, ils ont installé une très grande caserne qui supervisait toute la région de la Kabylie à Délice. Ils ont réussi vers 1640 donc à pénétrer dans le territoire de la Kabylie parce qu'ils étaient rejetés par tout le monde. Alors, des escarmouches un peu partout, ouais, ils ont réussi avec des affinités, avec des personnalités de la ville. Ils ont été un peu plus conciliants au lieu d'utiliser des armes ou les représailles. Ils ont été plus conciliants. Ce qui fait qu'ils leur ont permis d'installer un porche turc là où il y a la caserne actuelle. Donc c'est ce qu'on a appelé toujours le porche. Mais ils n'ont jamais pu pénétrer ailleurs parce que dans l'année qui avait suivi, ils ont pénétré vers la Kabylie, ils ont été juste là où au carrefour, à Wadaïsi, carrefour de Oued Sebaou, Wadaïsi, ils ont construit un petit fort, il a été entièrement saccagé dans les heures qui ont suivi sa finition. Et depuis, les Turcs n'ont jamais osé aller dans les montagnes de Kabylie. Les Turcs n'ont jamais rien fait, aussi bien en Kabylie que dans toute l'Algérie. Leur objectif premier en Algérie, c'était la collecte des impôts, qu'ils soient en numéraire ou en nature. Pour Tizi Ouzou, ils avaient créé une ferme à Timizel-Lobar, où ils récupéraient donc les impôts en nature, c'est-à-dire le bétail, des récoltes et tout ce qui s'en suit. Alors c'est pour ça que partout en Algérie, ils ont été rejetés, mais à certaines régions, ils ont réussi quand même à s'implanter. Pourquoi? Parce qu'ils ont été, pratiquement, de leur côté, en essayant de tirer quelques avantages. De là, il y a eu des périodes de flottement, et puis, bien sûr, l'occupation française. L'occupation française, si l'armée française a pénétré à Sidi Faraj en 1830, ce n'est que 60 ans plus tard qu'ils ont réussi à pénétrer en Kabylie. Avec leur force, avec la puissance de leur armement, des effectifs militaires, nos concitoyens de l'époque n'ont pu rien faire, ce qui fait qu'ils ont occupé pratiquement Tizi Ouzou. Mais là aussi, il a fallu attendre 20 ans après l'occupation de Tizi Ouzou que l'armée française a pu occuper l'Erbaana Tirafin et certaines régions. C'est pour dire que la résistance était farouche et partout. Maintenant, je voudrais un peu parler sur le langage populaire carnavin, comment il est venu. Dans les années vers 1600, vers 1870, le roi de Kouk, c'est-à-dire la vallée du Sepao, était inhabité et il était très fertile. Seuls les habitants des montagnes environnantes qui descendaient le matin, ils faisaient du maraîchage et ils remontaient tous les soirs chez eux. Mais au moment des récoltes, survenait toujours une grande rivalité entre les cultivateurs. Et parfois, ça aboutissait à des affrontements sanglants. Le roi de Koukou, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait imposé une milice qui dirigeait et qui supervisait une sorte de police qui instaurait une sécurité dans cette vallée des Sepao. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc il a donné des lopins de terre un peu à tout le monde. Je voudrais un peu revenir en arrière. Lorsque les villageois descendaient, travaillaient plus remonter, mais les lots n'étaient pas délimités. Donc au moment des récoltes, c'est chacun qui disait ça c'est ma part, ça c'est ma part, ça c'est ma part, et ça se traduisait en conflit sanglant. Le roi de Koukou avait délimité les parts, avait attribué des terrains à tous les paysans de la région, mais la vallée du Sepao était tellement vaste, la terre était très fertile qu'il n'y avait pas suffisamment de cultivateurs pour la travailler. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc il a fait appel à des paysans
de la région de la planète Isisser et Simstapa, et une partie de Cap-Ginette. C'était pour travailler là-dedans. Ces gens-là sont venus, ils ont travaillé, les grands mouchkis, ils avaient le problème de la langue. Donc c'est chacun qui s'exprime à sa manière, mais ils arrivaient toujours à s'entendre. Et avec le temps, ils se sont familiarisés dans le travail. Il y avait des rencontres dans les marchés entre eux, dans les cafés, dans les grandes circonstances, dans les grands événements. Et il y a aussi des alliances entre eux. Et c'est de là qu'il y a un peu ce langage. Le kabyle qui essaie de parler l'arabe et l'arabe qui essaie de parler le kabyle. Donc c'est pour ça qu'il y a eu ce langage dont les dérivés subsistent jusqu'à ce jour. Voilà, si on veut l'appeler comme ça. Donc ça date des années vraiment très lointaines, dans les années 2016. Je pense avoir brossé un peu, mais je voudrais juste rappeler un souvenir d'enfance. Un souvenir d'enfance, dans les années 50-52, j'avais à l'époque 8 ans, 10 ans. Il y avait des caravanes de dromadaires qui venaient de Bouchahada. Et nous, chaque année, ils venaient durant le mois de juillet. Bon, je n'ai pas la date exacte. Donc, c'est des caravanes qui venaient et traversaient la rue Natala de Saïda. Et ils s'installaient au quartier d'Adjama Zitouna. Une autre caravane s'installait à Safa. Parce qu'à l'époque, il y avait Safa. Oui. Et à Nhallouf et Hont el-Hijab. Dans un même quartier, il y avait 3 quartiers. Donc ils s'installaient avec Djama Zitouna. Ils ramenaient avec eux donc, du blé et du gros sel. Ils restaient pendant 10 jours, une semaine à 10 jours, pardon, pour vendre ce qu'ils avaient ramené. Et ils revenaient à chaque année. Donc, comme ils revenaient chaque année, ils avaient des relations au niveau de Tizi, et les quartiers limitrophes. Donc ils étaient bien accueillis tous les soirs, après la vente ils se retrouvaient, Djama était juste à côté. Et de là, ça a noué de grandes amitiés, de grandes relations. Après la vente, c'est-à-dire quand arrive la fin de la période à la vente, ou quand ils voient qu'il leur reste un petit stock, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils chargeaient 2 ou 3 dromadaires et ils faisaient la tournée des autres quartiers de la haute ville dans le but d'écouler leur marchandises. Moi je me souviens, j'étais jeune, à l'époque pour monter. On aimait bien monter sur la dromadaire, mais pour monter, il fallait donner une poignée dans les fixages. Donc on allait à la maison, chacun ramenait sa poignée de fixage, il faut 2 minutes, tu descends, et au suivant, ça leur permettait de récupérer beaucoup c'est-à-dire une bonne quantité de choses. Le dernier jour, quand ils faisaient le grand nettoyage dans le camp, mais ils ne partaient pas les mains vides, parce qu'en partant, ils faisaient le plein en 8 olives et en fil, comme ça, pour le revendre chez eux. Voilà à peu près un simple souvenir qui m'a toujours marqué. On a appris quelque chose. C'est Mohamed.